J'entends une explosion, un moment d'effroi évidemment, ce moment où quelque chose que l'on craint arrive. Je me souviens même avoir verbalisé mon effroi en disant c'est pas vrai, c'est pas vrai. Et c'était vrai malheureusement. David qui était en face de moi, je le vois tomber sur le côté, je me suis dit sur le moment qu'il était blessé, et puis moi j'étais comme ça pétrifié, je restais assis parce que j'ai bien senti que j'étais blessé à la jambe, j'avais l'impression que mon pied pendouillait comme ça. Je me suis dit voilà, c'est un attentat, je suis en vie, mais je serai probablement unijambiste. ישבו אמש בחדר האוכל הזה, צוחקים ושותים, מחכים שהסדר יתחיל. אבל J'avais donné rendez-vous à David Gritz, qui était un étudiant français qui venait tout juste d'arriver en Israël, que je connaissais à peine. J'avais fait sa connaissance peut-être une dizaine de jours auparavant. Comme vous le savez, c'est un campus un petit peu labyrinthique, donc je me suis proposé comme guide en quelque sorte auprès de David. À peine d'arriver, il venait à peine de s'installer, il devait rester un an en Israël, il avait obtenu une bourse d'études. Il faut rappeler le contexte, 2002, la seconde intifada, des attentats 2-3 fois par semaine. Et paradoxalement, l'université, le campus en tout cas, était l'un des rares endroits à l'époque à Jérusalem où on se sentait plus ou moins en sécurité. Bêtement, naïvement, parce qu'en rentrant sur le campus, il y avait des vigiles qui vérifiaient nos sacs. Et donc ça nous suffisait, ça m'a suffi à moi, mais malheureusement, l'histoire a prouvé à quel point c'était naïf pour que je m'y sente relativement en sécurité. Mais à l'époque, on parlait d'attentats, il y avait des attentats dans des bus, dans des restaurants, etc. Mais l'université paraissait un lieu privilégié, un petit peu en dehors de Jérusalem, en quelque sorte. Donc, ce jour-là, David arrive au rendez-vous avec une étudiante italienne. Et puis, on est arrivé donc place Sinatra, à côté de cette cafétéria. La cafétéria Frank Sinatra, c'était le 31 juillet, donc on était en période estivale, les cours étaient terminés bien évidemment, et c'était l'une des seules cafétérias du campus qui était ouverte. Et là je leur dis, donc je demande à David et à cette étudiante italienne s'ils veulent continuer la visite, parce que en fait j'avais l'intention de leur montrer l'amphithéâtre en plein air qui donne sur les monts de Judée, un très très bel endroit. Et j'aurais dit voilà, soit on continue vers cet amphithéâtre, soit si vous avez vraiment très faim, on peut s'installer à la cafétéria ici. Ils ont décidé de s'installer. Je leur explique un peu le système, on prend un plateau, on prend un plat chaud, combien ça coûte plus ou moins, et on s'est installé, et à l'endroit, au moment même où on s'est souhaité bon appétit, déflagration, j'entends une explosion, et là, et encore une fois, le contexte était celui de la seconde intifada, un moment d'effroi évidemment, où ce moment où quelque chose que l'on craint arrive. Je me souviens même avoir verbalisé mon effroi en disant c'est pas vrai, c'est pas vrai. Et c'était vrai malheureusement. David qui était en face de moi, on était à peu près à la même distance que vous et moi maintenant, donc autour d'une petite table de cafétéria universitaire. Donc je le vois tomber sur le côté. Je me suis dit sur le moment qu'il était blessé. Et puis moi j'étais comme ça pétrifié évidemment. Je restais assis parce que j'ai bien senti que j'étais blessé à la jambe droite. J'avais l'impression que mon pied pendouillait comme ça. Alors j'ai pas regardé bien évidemment. Je me suis dit voilà, c'est un attentat, je suis en vie, mais je serai probablement unijambiste. Ce sont les pensées qui m'ont traversé l'esprit à ce moment-là. J'ai été blessé très grièvement également à la poitrine, mais sur le moment je n'en avais pas du tout la conscience de cette blessure. J'avais le sentiment, si vous voulez, que le foyer de l'attentat, de la bombe, était sur ma gauche. Et j'ai hésité à tourner la tête sur ma gauche, parce que je voulais surtout pas voir des choses que plus tard j'aurais à regretter d'avoir vues.
vous êtes protégé en fait dans ce moment terrible. Oui, non, puisque la curiosité était plus forte. Et donc j'ai tourné ma tête environ 7 ou 8 mètres de l'endroit où j'étais assis. J'ai vu des flammes qui s'élevaient vers le plafond de la cafétéria. J'ai vu également un autre étudiant que je connaissais, Diego Ladowski, qui était un jeune cadet du ministère des Affaires étrangères. Il devait partir pour sa première mission diplomatique très peu de temps après. Et je me suis souvenu de lui parce que, avant de m'installer, j'ai salué. Et puis lorsque j'ai tourné la tête vers le foyer, vers les flammes, je l'ai vu allongé, lui aussi. Et lui aussi, malheureusement, fait partie des 9 victimes. 9 personnes ont été tuées. Ce qui est frappant après cette explosion, dans les premiers moments, c'est le silence. Il faut comprendre aussi des choses sur comment réagit l'organisme dans ce genre de cas. Ça, c'est des choses qu'on m'a dites par la suite. Un mammifère, les mammifères, blessé, grièvement blessé, eh bien, lorsque c'est le cas, son organisme libère une substance qui l'empêche de ressentir de la douleur physique. D'ailleurs, je me souviens pas d'avoir ressenti de douleur réelle sur le coup, et qui le met dans une espèce d'état second. C'est-à-dire que j'avais toute ma tête, ce que je vous raconte maintenant, je m'en souviens plus que dans les moindres détails, évidemment. Mais j'étais... tétanisé. Un petit peu, je pense que c'est le cas. Quelques instants après, alors je serais incapable de dire combien de temps, des étudiants sont venus, ils ont tenté de me rassurer, ils m'ont soulevé. J'étais évidemment assis, je ne pouvais pas me mettre debout, bien évidemment. Ils m'ont soulevé sur ma chaise, et ensuite, une fois parvenu à l'extérieur de la cafétéria, ils m'ont allongé sur le sol. C'est là que j'ai commencé à avoir des difficultés à respirer. J'avais très soif, donc je leur ai demandé à boire. Ils m'ont donné à boire. Il faut surtout ne pas faire lorsqu'on est face à un blessé grave. Il ne faut pas lui donner à boire. Et de fait, parmi les blessures, mon œsophage était percé. Ensuite, les secouristes sont venus assez tardivement, d'après ce que j'ai compris par la suite. Parce que c'est un endroit qui est assez difficilement accessible pour les équipes de secours, mais ils sont venus. Donc, je me rappelle effectivement qu'on me demandait comment je m'appelle pour me maintenir conscient. Vous faisiez partie des blessés graves. J'étais l'un des 2 blessés les plus graves de l'attentat. Lorsque j'étais dans l'ambulance, j'étais dans un état de conscience qui commençait à devenir un petit peu parcellaire. Vous savez, à côté de l'université sur le Mont Scopus, il y a l'hôpital du Mont Scopus, à Hadassah Har Hatzofim. Et dans cet hôpital, eh bien, je me souviens avoir entendu les Ein-Karem. Ce que je ne savais pas à l'époque, c'est que les blessés graves, en effet, sont traités à Ein-Karem, pas à Har Hatzofim. Je me souviens des chirurgiens, je me souviens de l'état un peu second comme ça, lorsqu'on m'a drogué pour l'opération, lorsqu'on m'a endormi, et voilà. Et après l'hospitalisation, d'abord en soins intensifs pendant presque 2 semaines, si mes souvenirs sont bons. Ensuite l'hôpital pendant un peu plus d'1 mois, et puis une assez longue période de soins pour ma jambe, en fait. La blessure la plus grave était à la poitrine, et la blessure qui a nécessité le plus de temps, c'est la blessure à la jambe droite. Vous avez eu d'autres séquelles? J'entends pas très bien, j'ai des cicatrices, mais les séquelles, c'est donc une jambe plus courte que l'autre. Ça, c'est la blessure à la jambe, parce qu'effectivement, tout à l'heure, je parlais de la sensation que j'ai eue après l'explosion. Et en effet, j'ai vraiment failli perdre mon pied. Mais les chirurgiens de Hadassah Ein-Karem, donc, qui sont des gens malheureusement très expérimentés, heureusement pour moi, malheureusement, parce qu'ils le sont, étant donné l'actualité terrible et les blessures très graves qu'ils ont eu à soigner tout au long de ces périodes d'attentats et de guerre également. Eh bien, ils ont réussi à sauver mon pied, ma jambe, mais j'ai perdu environ 4 cm d'os, puisque les os ont été broyés, les 2 os de la jambe ont été broyés par les projectiles. Et l'autre blessure, c'était à la poitrine, où un projectile est arrivé par l'épaule gauche, il a fait plus ou moins ce parcours-là, en traversant le poumon et en arrivant dans l'œsophage, ce qu'il a donc percé. C'était un morceau de boulon, parce que vous le savez, les terroristes, pour faire un maximum de dégâts, eh bien, à la charge explosive, ils rajoutent des vis, des boulons, des clous. Et ce morceau de boulon, donc, est arrivé dans l'œsophage. Alors, la grande chance, c'est qu'il n'a pas atteint l'aorte, qui est la principale artère, et qui se trouve à quelques millimètres près de l'œsophage. Malheureusement, les personnes à qui vous déjeuniez, alors une a été blessée, mais s'en est sortie. Légèrement d'ailleurs. C'est complètement dingue, parce qu'on était 3 personnes autour de cette petite table, encore une fois, de
de cafétéria universitaire et chacune de nous trois a connu un sort très différent. Puisque David, malheureusement, a été tué sur le coup. Les projectiles lui sont arrivés dans la tête et il est mort sur le coup. Cette étudiante italienne, elle a été blessée légèrement. Je crois que d'après ce qu'on m'a dit, 2 ou 3 jours après, elle a pu quitter l'hôpital, elle est rentrée en Italie directement, évidemment, elle était traumatisée. Et moi-même, j'ai été blessé grièvement. Comment on se relève de tout ça? Comment on perçoit la réalité israélienne? Vous étiez déjà en Israël depuis 1996, donc vous étiez déjà habitué un peu à ces situations, mais là vous étiez non slement impliqué complètement, mais est-ce que ça a changé quelque chose pour vous dans votre façon de vivre ici, dans votre conception du pays? Ça a d'une certaine manière renforcé mon sentiment d'appartenance au pays. Lorsque j'étais à l'hôpital, à partir du moment où je suis redevenu conscient, c'était un défilé presque continu de personnes qui venaient me voir. Alors des gens que je connaissais bien, des gens que je connaissais moins bien, des gens que je ne connaissais pas du tout, mais qui par élan de solidarité sont venus. Les équipes de médecins, d'infirmières, d'infirmiers étaient formidables. Donc je me suis dit, je vais pas les laisser tomber en revenant en France, par exemple. C'est un peu dur à dire, mais lorsqu'on est blessé grave dans un attentat en Israël, ça vous donne un statut. Vous êtes senti appartenir à l'histoire d'une certaine manière, mais évidemment, j'aurais préféré que ce ne soit pas le cas. Ce qui est très étrange et très paradoxal, c'est que quand, malheureusement, on est témoin des tout derniers moments de la vie d'un homme de 24 ans, alors forcément, on est lié à cette personne. Mais cette personne, elle n'est plus là. Et je la connaissais à peine, cette personne. C'est ce que j'ai dit d'ailleurs à Sciences Po, j'ai véritablement connu David après. En lisant ce que lui-même avait écrit, en lisant ce qui avait été écrit sur lui, et en faisant connaissance de ses proches. Et je sais que lorsque quelqu'un part prématurément et qu'on dit que c'est une grande perte, c'est un peu une figure imposée de dire ce genre de choses, mais c'est une si grande perte, parce qu'il aurait pu, David, tellement contribuer dans son domaine qui était celui de la philosophie, entre autres. Il avait plusieurs domaines d'intérêt, plusieurs domaines dans lesquels vraiment il brillait. Je pense que c'est le terme. La philosophie, la musique, les sciences politiques. Il était en recherche spirituelle, philosophique. Vraiment quelqu'un d'hors du commun. Est-ce que ça a changé vos opinions politiques? Je sais que vous êtes un partisan du dialogue israélo-palestinien. C'est une question qu'on m'a posée des dizaines et des dizaines de fois, forcément. Quelqu'un qui a des opinions politiques de tel ordre à 20 ans et qui en est même à 50, c'est assez rare quand même. Et on évolue tous. Donc moi aussi j'ai évolué, mais j'ai évolué d'une manière qui n'est pas directement liée à l'attentat. Si l'attentat m'avait fait radicalement changer de position, eh bien ça aurait signifié implicitement que les autres attentats me seraient passés au-dessus de la tête. J'espère qu'on n'a pas besoin d'être soi-même présent dans un attentat, victime d'un attentat ou témoin d'un attentat pour réaliser à quel point le terrorisme est une horreur. Donc non, ça ne m'a pas fait changer d'opinion. Mes opinions ont pu évoluer et elles peuvent encore évoluer. Je veux dire, c'est quelque chose de complexe, hein, le conflit israélo-palestinien. Les solutions toutes faites, qu'elles soient de droite ou de gauche, c'est des solutions qui sont destinées à échouer. Je veux dire, il faut chercher il faut être à la recherche des nuances, il faut faire preuve de réalisme, de pragmatisme. Donc c'est ça qui m'a fait évoluer, parce que j'ai mûri, tout simplement, en tout cas j'espère. Mais c'est pas l'attentat. Est-ce que vous avez peur aujourd'hui que ça recommence? Comme tout à chacun, pas plus ni moins que n'importe quel autre citoyen israélien. Vous n'avez pas été en post-trauma? Non, mais c'est assez intéressant parce que les assistantes sociales qui s'occupaient de moi après l'attentat, vous savez qu'il y a tout un système en Israël d'assistance, d'aide. Et donc les assistantes sociales m'ont dit qu'elles le savent parce que c'est leur métier, que dans ce genre de cas, dans ce genre d'attentat, les blessés graves sont ceux qui s'en sortent le mieux psychologiquement. Donc ceux qui sont le moins prédisposés à développer des syndromes post-traumatiques, en tout cas beaucoup moins que les blessés légers, moyens ou des gens qui ne sont pas blessés mais qui assistent, qui sont témoins d'un attentat. Eux peuvent malheureusement le plus développer des syndromes post-traumatiques et c'est assez logique finalement parce que lorsque vous êtes blessé grave, vous n'avez pas entre guillemets avec beaucoup de guillemets le loisir de
de développer des syndromes post-traumatiques, parce que tout votre organisme ou vos pensées luttent pour rester en vie, tout bêtement. Et puis en plus, on est dans un espèce d'état second, celui dont j'ai parlé tout à l'heure. J'ai aussi un trait de personnalité qui m'a aidé, c'est ma capacité à parler et ma volonté de parler. Et dès que j'ai pu parler, au début je pouvais pas parler, mais dès que j'ai pu parler, je l'ai fait. Quand on raconte, ça nous permet, si vous voulez, d'avoir une distance par rapport aux événements. Et, ça vous a aidé beaucoup? Énormément. Et j'ai pu constater la différence avec d'autres personnes. Je me souviens d'un étudiant. Vous savez, il y a une cérémonie chaque année le 31 juillet sur les lieux de l'attentat. J'y suis allé à presque toutes. Et j'ai pu constater auprès d'autres blessés nettement moins gravement atteints que moi je l'ai été physiquement, à quel point eux sont beaucoup plus traumatisés. Est-ce que vous vivez plus intensément? J'ai pas l'impression. Finalement, la routine reprend le dessus? Ouais, c'est un petit peu décevant, hein. Mais c'est un peu ça, ouais. Vous savez, la vie quotidienne est tellement prenante que je me lève pas le matin en me disant j'ai survécu à un attentat, donc profitons de la vie et de chaque instant. Non, je vis la vie comme tout un chacun. C'est peut-être dommage, hein, mais c'est comme ça en tout cas. Et je pense pas que ce soit de ce que je connais de mes camarades d'infortune entre guillemets. Je pense qu'eux aussi vivent les choses de cette manière. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter? Que l'État d'Israël reste ou devienne une société plus unie et une démocratie plus solide. 3 petits points. Yom HaZikaron le Chalalei Ma'arachot Israël, jour du souvenir pour se tomber pour l'État d'Israël. איך נפלו גיבורים ויאבדו כלי מלחמה. Comme ils sont tombés ces vaillants et perdus ces armes de guerre. כל יום שעובר כמו נצח, כל יום שעובר ועדיין אתה חסר, כל יום שעובר כמו נצח.